Bonjour tout le monde. Merci d'être là, de nous retrouver après la pause lunch. Écoutez, moi c'est Thomas, je suis coordonnateur pour Coopère Rosemont et c'est moi qui vais faire la présentation. Alors, grosso modo, pour vous situer un tout petit peu rapidement qui on est Coopère Rosemont, on est, nous, un organisme communautaire famille. Donc, comme tous les autres ECF, on travaille sur la question de la coparentalité et du bien-être des enfants, avec la spécialisation que quasiment tous nos services sont quasi exclusivement dédiés aux hommes. Évidemment, on a quelques services pour les couples et pour les mères, mais c'est ça, on est beaucoup basé sur les gars. Et puis, moi, dans mon poste particulièrement, j'ai en charge la périnatalité. Ce qu'on va appeler la périnatalité, chez nous, c'est vraiment la partie accompagnement à la naissance, donc avant la grossesse, jusqu'au 1 an de vie de l'enfant. Après, ça rentre dans les services un peu plus généraux. Mais voilà, on va rentrer un peu là-dedans dans le détail. Et puis, le but de la présentation aujourd'hui, c'est d'essayer de vous faire une présentation, démonstration de finalement pourquoi, comment il faudrait mettre de l'emphase sur la périnatalité auprès des, ce que moi je vais appeler, vous allez me l'entendre dire plusieurs fois, les FENP, futurs et nouveaux pères, parce que c'est quoi le lien entre l'engagement paternel précoce, la périnatalité, et puis la santé et le bien-être des hommes de manière un peu plus générale. Voilà, donc ça va être ça la présentation. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez passer par le chat, Paula va me les transmettre. Moi, j'aime autant que vous posez des questions au fur et à mesure, quitte à faire une pause en milieu de présentation entre la partie 1 et 2, afin d'y répondre, puis de bien voir qu'on ait tous les mêmes bases, puis qu'on enchaîne pour la suite dans le bien clair. Voilà. Pareil, si ça va trop vite, quand je suis stressé, j'ai tendance à accélérer beaucoup. Fait que si vous voyez que je suis stressé, que je vais trop vite, vous me dites « Thomas, calme-toi ». Voilà. Et j'espère que vous embarquez dans une présentation intéressante. Alors, faut-il que ça fonctionne? Ça va marcher comme ça. Donc, c'est ça, la périnate à Coopère. Plan de présentation, on va repasser, ça je voulais quand même qu'on reparte tous sur les mêmes bases, qu'on soit bien en clair sur, de manière générale, les hommes et la santé et le bien-être des hommes, normes de socialisation, tout ça. L'engagement paternel, parce que je sais que vous ne travaillez pas forcément tous auprès des pères, donc c'est quoi la définition qu'on utilise à Coopère, pourquoi, de quoi on parle, et puis un petit portrait sur les services aux hommes, aux pères de manière plus générale. Dans la deuxième partie, on va rentrer un peu plus dans la périnatalité pour les faits. Donc, qu'est-ce qui se fait au niveau du réseau de la santé, des services sociaux? Qu'est-ce qui se fait au niveau communautaire? Qu'est-ce qu'on constate de ces services-là? Est-ce que ça marche pas? Est-ce qu'il y a des creux qu'il faudrait compléter? Moi, après, je vais vous présenter évidemment ce que nous, on fait à Coopère et surtout la grande question, est-ce que ça fonctionne? Parce que si on fait des trucs différents mais que ça ne marche pas, ça n'a aucun intérêt. Et puis enfin, évidemment, je prendrai des périodes de questions, mais plus particulièrement à la fin, mais n'hésitez pas tout du long. Donc, quelques préalables. Les hommes et l'ASBE. Alors, on va parler, si tant est que tu veux bien, des normes de socialisation masculine. Donc, on l'a dit, on l'a répété plusieurs fois depuis ce matin. Déjà, oui. Oui, j'ai déjà une question. Oui. FENP. Alors, c'est ça, les FENP, F-E-N-P, que je vais prononcer FENP, c'est futurs et nouveaux pères. Donc, c'est la catégorie, moi, qui me permet de regrouper les pères donc, qui attendent un enfant jusqu'à 1 an de vie de l'enfant, grosso modo, les FENP. Voilà, ça va? Donc, préalable. Les normes de socialisation masculine, on l'a dit ce matin, on l'a répété plusieurs fois, puis je pense que c'est bien dans la tête de tout le monde quand même, que les normes font en sorte que finalement les hommes demandent moins d'aide, difficilement, ont de la difficulté à accéder aux services, et en plus on rajoute d'autres sphères de vulnérabilité qui peuvent être l'immigration, l'âge, l'itinérance, tout ça, donc c'est toutes les présentations. Ce qui fait que sur le portrait différencié, finalement, en général, les hommes sont en général plus touchés par des problématiques diverses et variées de santé physique et mentale, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, le décrochage scolaire, le suicide, les accidents, les actes violents, donc la criminalité, donc la prison, l'espérance de vie plus courte, voilà, toutes ces conséquences-là qui sont évidemment quand même bien étudiées, mais okay, on a ça en tête. Les normes de socialisation masculine dégradent la santé et le bien-être des hommes. Conséquences, donc voilà, c'est ça, je disais, décrochage scolaire, accident, criminalité. Ok, j'ai rien oublié, parfait. De tête, j'y étais arrivé. Excellent. L'engagement paternel. Alors, l'engagement paternel,
une définition. Il y en a d'autres. Moi, je vais vous proposer celle que nous, on utilise. En fait, au départ, c'est la définition du groupe de recherche qui s'appelle PROSPER, qui n'existe plus. Donc, définie comme la participation et la préoccupation continue du père biologique, adoptif, du beau-père ou du père substitut envers le développement physique, psychologique et social de son enfant. Nous, on va considérer, dans le mot père, on va considérer n'importe quel adulte s'identifiant comme homme, se sentant en responsabilité de un ou plusieurs enfants et qui, dans son langage courant, va utiliser le terme père, papa, va se faire appeler papa par ses enfants. Donc, ça peut être, oui, un père biologique, ça peut être un père adoptif, adoption d'enfants à l'étranger, adoption d'enfants issus de la banque mixte, ou même des papas, on a des pères qui ont fait une gestation pour autrui. Ça peut être un beau-père, on a le cas d'un membre qui est un oncle, qui a adopté son neveu et qui, en fait, se sent en responsabilité. Lui, il n'utilise pas le terme de papa, mais il va utiliser, pour parler de lui, mais il va utiliser, moi, dans ma paternité, c'est comme ça qu'il l'exprime. Et à cette définition-là, physique, psychologique et sociale, on a rajouté, ça c'est mon père, et nous, on a rajouté tout ce qui est développement scolaire, spirituel, parce que c'est quand même important pour certaines populations qui sont religieuses, et de la santé sexuelle. C'est ça. Donc, c'est ça que, quand je dis futur et nouveau père, il faut aussi entendre tout ça derrière le père. Donc, on a vu les normes de socialisation et leurs conséquences, l'engagement paternel, une définition. L'engagement paternel, c'est conséquences. Est-ce que c'est cool l'engagement paternel ou pas? Réponse courte, oui, ça c'est sûr. Mais pourquoi? Voilà. Les études montrent que l'engagement paternel, il a des conséquences sur l'estime des pères. Ça, c'est hyper important. La paternité est une sphère de valorisation des hommes, en tout cas de plus en plus. Ça l'était moins avant, dans les générations d'avant. Et en fait, plus le temps avance, plus les générations bougent, plus c'est une sphère qui les valorise et qu'ils aiment mettre en avant. Moins de détresse psychologique, souvent, c'est une réduction simplement comme de prendre du recul sur plein de choses. Ça permet, en lien avec le point numéro 4, potentiel mobilisateur de changement de vie. C'est sûr que quand un papa il a un kill ou des kills, ça peut avoir tendance à le faire bouger sur la réduction de la consommation, arrêter d'avoir des comportements dangereux, plein de choses. Donc, ça va aussi jouer sur la baisse de la détresse psychologique. Et puis, un meilleur sentiment d'auto-efficacité. Donc, l'engagement paternel a des conséquences positives. Efficacité. Bien. Voilà. Comment rendre un engagement paternel efficace? Ça veut dire quoi, efficace? Vaste question. Plus il est précoce, mieux c'est. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'un engagement paternel qui commence pendant la grossesse, mais voire même avant, parce que ça on peut en parler, c'est un garant, une garantie en tout cas qu'il va être plus efficace. Alors, précision, je dis avant parce que il ne faut jamais oublier qu'il y a des hommes qui commencent leur engagement paternel avant même la grossesse, la conception. Je vous donne un exemple très bête. Quand vous avez un papa de 25 ans, un gars de 25 ans qui vous dit moi, si un jour j'ai des enfants, si j'ai un gars, je vais l'appeler Charles, si j'ai une fille, je vais l'appeler Charline. C'est déjà un début d'engagement paternel, déjà dans une réflexion dans laquelle il se projette. C'est un début. L'engagement paternel aussi, pour qu'il soit efficace, doit être respectueux de l'individu, évidemment, son code, ses valeurs, son historique personnel, autant familial, transgénérationnel par rapport à son père, puis de manière un peu plus transversale sur qu'est-ce qu'il a vécu et tout ça. Et dans une relation coparentale égalitaire, ça nous montre que l'engagement paternel, il est plus efficace quand on travaille avec l'ensemble de la famille. Je vais y revenir sur ce point-là à la fin. Je vous montrerai le modèle intégré qu'on utilise en santé bien-être des hommes, des femmes et des enfants. On va y revenir. En fait, grosso modo, le pitch est assez simple. C'est comme si l'engagement paternel se fait en réaction, notamment quand il y a des séparations, en réaction contre les mères, ça fonctionne moins bien. Voilà pour les préalables. Ça, c'est un petit truc qu'on a développé. L'engagement paternel, ça, si on pousse, en fait, ça va même jusqu'à la prévention du suicide. Je n'ai pas le temps de le développer. En tout cas, je n'ai pas voulu prendre le temps de le développer aujourd'hui. Je vous ai mis dans la présentation que vous allez avoir à la fin via le ROIM qui va être déposé, comme toutes les autres présentations. Vous aurez ce lien-là donc cette vidéo YouTube qui est en fait, c'est un condensé du webinaire que j'ai présenté l'année dernière au ROIM sur le lien entre paternité, santé, bien-être des hommes.
et prévention du suicide. Vous verrez, c'est très très clair sur quelles sont les sphères de l'engagement paternel qui donnent tel effet, qui sont contre tel facteur prédisposant au suicide. Donc, vous l'aurez voilà, à disposition, ça dure une dizaine de minutes. C'est libre, c'est utilisable, vous pouvez le partager avec vos équipes d'intervention. C'est là pour ça, c'est pour ça qu'on l'a produit. Je vois qu'il y a des choses qui rentrent dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions, Paula? Non. Pas du tout, c'est bien, c'est que je suis clair. C'est merveilleux. J'aime ça. Service aux pères, service aux hommes. Trop peu, pas adapté. Ça, vous le savez, c'est tout le travail qu'on fait de manière générale, de toute façon, avec le plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes. C'est ce que fait le ROIM. Et puis, tous les organismes membres du ROIM. C'est surtout trop peu. Ça commence quand même un peu à bouger, mais pas adapté. Pas adapté aux gars, pas adapté à la dynamique masculine, pas adapté à leur manière de demander de l'aide, leur manière justement de ne pas demander, leur manière d'exprimer les choses. Hein. C'est que les gars, un grand classique, c'est quand ils sont tristes, ils crient, ils font comme s'ils étaient en colère. Voilà. Ça, c'est une porte qui se ferme pour les services. Donc, les services aux pères aux hommes, il y a trop peu, ils ne sont pas adaptés. Le modèle intégré, SBE. Voilà, ça, c'est des termes qu'on adore. Donc, SBE, santé bien-être des hommes. SBEF, santé bien-être des femmes, et SBE, santé bien-être des enfants. C'est un modèle intégré, je vais vous le montrer, le voilà. Nous, c'est avec ça qu'on travaille. Donc, en haut à gauche, vous avez santé bien-être des femmes, en haut à droite, vous avez santé bien-être des hommes, et en bas, vous avez santé bien-être des enfants. Modèle intégré. Forcément, la sphère entre les hommes et les enfants, c'est la paternité. En toute logique, de l'autre bord, vous avez, si ça load, ça va loader 2 fois. Bon, c'est pas grave. Ah, puis mes traits ont un peu foiré, c'est pas grave. La maternité. Au milieu, la sphère intégrée, et ce qu'on disait tout à l'heure sur l'efficacité, le centre entre la santé bien-être des hommes, des femmes et des enfants, c'est la coparentalité. Et forcément, au milieu, ça veut dire que vous êtes obligé, ou en tout cas, si vous voulez que ça soit plus efficient, il faut travailler en promotion des rapports égalitaires hommes-femmes. Alors, on est bien d'accord que ce modèle-là ne touche et ne concerne que les familles dans lesquelles il y a plusieurs parents et que ces parents, c'est des familles hétéroparentales. Ça a ses limites, évidemment. Il faudra avoir d'autres modèles et d'autres réflexions pour les familles soloparentales et pour les familles homoparentales. C'est sûr. Nous, il se trouve qu'à Coopère, la majorité de nos familles, 3/4 sont des familles qui sont encore ensemble. Et c'est pas vrai. 3/4, soit ça, soit c'est des familles recomposées, mais en tout cas, il y a 2 parents. Et la très grande majorité sont des familles hétéroparentales, simplement parce qu'en fait, les familles homoparentales de Montréal ont leur propre réseau, puis ont leurs propres organismes dédiés dans lesquels elles se sentent, en tout cas aujourd'hui, plus à l'aise d'aller. Même si ça commence à bouger et que c'est intéressant. Donc voilà le rapport, le fameux modèle intégré santé bien-être des hommes, des femmes et des enfants. On est toujours dans les préalables, je ne suis pas arrivé à la paternité, à la périnatalité, tout va bien. On achève. Conclusion, un engagement paternel efficace, donc précoce, engagé, égalitaire, favorise la santé bien-être des hommes et, selon le modèle intégré, des femmes et des enfants, mais les hommes n'utilisent pas toujours les services, n'utilisent pas toujours ce qui est à leur disposition pour favoriser l'engagement paternel efficace. Ça va jusque-là. Là, on rentrerait après dans la périnatalité. Je voudrais déjà, donc pour compléter la conclusion partielle et dire autrement, les normes de socialisation masculine sont bonnes pour personne. Ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants. C'est ce qui est en train de ressortir de près partout. On voit bien les conséquences négatives de ces normes-là. Elles poussent dans un sens qui est relativement négatif pour la santé et le bien-être de tout le monde. De l'autre bord, vous avez l'engagement paternel, lui, va pousser de l'autre bord, parce qu'en fait, globalement, il va contre ces codes-là, et il les pousse. Donc, si l'engagement paternel pousse contre ces codes-là, c'est-à-dire qu'il favorise la santé et le bien-être des hommes, des femmes et des enfants. Donc, on est dans cette confrontation-là. Tout aussi simplement que ça. Et notre question aujourd'hui, c'est, plus particulièrement dans l'engagement paternel précoce, c'est la périnatalité, comment on peut accentuer cet effet de levier, comment est-ce qu'on peut continuer à pousser, comment est-ce qu'on peut amplifier ce truc-là. Tout le monde a lu un peu. Questions, commentaires? J'ai de tomates, vous ne pouvez pas, vous êtes loin.
Non. Je ne vous vois pas. D'habitude, je fais des blagues, les gens se marrent. Et là, je ne vous vois pas rire. Alors, j'espère que je vous fais un peu rire et que ça vous remet un peu de jus en début d'après-midi / sieste devant vos écrans. Donc, voilà. Périmètre pour donc, les fameux FENP, futurs et nouveaux pairs. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui existe? Pourquoi ça a été fait? Parlons-en. Bon, dans les services du réseau de la santé, des services sociaux, ouais. Oui, tu es en train de mettre les visages. Ah, voilà, donc c'est parfait. Moi, j'ai mon écran d'ordi là, mais j'ai un grand écran ici où je peux enfin vous voir un petit peu. Bonjour. C'est ça, un peu d'interactivité. On va essayer. Service du R3S. Les services du R3S, bon, évidemment, vous avez les cours prénataux. Alors, cours prénataux, avec certains défis, mais c'est ça, c'est très, on va en parler après, mais c'est une approche très biomédicale. Donc voilà, ça qui existe. Vous avez, puis après, vous avez quelques programmes particuliers. Vous avez donc SIP, le programme Service Intégré Périnatalité Petite Enfance. Ça, c'est des services qui sont destinés à des populations dites vulnérables. On pourrait discuter longtemps de la définition de la vulnérabilité ou des définitions de la vulnérabilité. Autre débat, autre présentation, il y en a pour des heures, mais en tout cas, selon les critères du SIP, c'est des populations qui sont estampillées comme vulnérables. Et puis, vous avez justement le programme qui s'appelle Ma grossesse en santé. Nous, on a l'occasion de participer au moins 2 fois par session par CLSC. Donc là, on va présenter justement des choses sur, globalement, que à des moments enceintes, parce que c'est en journée et que souvent les papas ils sont au travail, mais on va présenter des choses sur l'engagement paternel précoce, comment, des outils, présentation de services, évidemment. Et donc voilà, pour prénatal, SIP, Ma grossesse en santé, MGES pour les intimes, qui va bientôt changer de nom, d'ailleurs, sachez-le, parce que quand on parle de services aux hommes pas adaptés, un service aux hommes qui s'appelle Ma grossesse en santé, bizarrement, ça ne leur parle pas, surtout quand il est donné le mercredi entre 9h30 du matin et 11h30, alors qu'ils sont au travail et qu'ils n'ont pas de congé. Voilà. Mais du coup, c'est ça. Non seulement ils vont changer les horaires, mais en tout cas pour certaines séances, ils vont aussi changer de nom. Et on aura l'occasion de participer à la réflexion autour du changement de nom. J'ai hâte, parce que j'en peux plus, que ça s'appelle Ma grossesse en santé. Et puis, dans le communautaire, ce qui se fait, l'accompagnement à la naissance et au relevail. Donc, de manière plus large, c'est vous allez entendre, vous avez déjà entendu le terme d'accompagnante à la naissance, d'accompagnante au relevail, d'accompagnante à l'allaitement. Vous avez peut-être entendu le terme de doula, qui est le terme international. J'essaie de voir un peu vos visages si je vois des oui. Ouais, quand même. Donc, les doulas, donc c'est une formation qui dure pendant, en général, c'est quelques semaines. Doula, c'est le terme générique pour ce métier-là qui est utilisé partout dans le monde, qui n'était pas utilisé au Québec pour des raisons historiques. Puis là, ça vient de changer, en tout cas, c'est en train de changer. Finalement, ils se remettent à faire utiliser le même terme que tout le monde. Le but, c'est d'essayer d'avoir une approche d'accompagnement pour la mère, mais aussi pour le père, qui vise, en gros, que ce soit un peu plus humaniste, un peu plus centré vers la personne, beaucoup moins tourné vers le biomédical ou le médical pur et dur. Ça prend en compte d'éventuels traumas d'avant, ça essaye d'apaiser les choses, de faire en sorte que les grossesses, les accouchements et le postnatal immédiat se passent mieux. Donc voilà, on appelle accompagnement à la naissance au relevail. Réflexion. Réflexion. Donc, dans les services dans le R3S, on a cette approche biomédicale. Alors souvent, là où on trouve des limites dans le biomédical, c'est que c'est centré, justement, c'est très peu tourné vers l'émotion, ou en tout cas pas assez, c'est vraiment tourné sur... puis surtout, c'est presque une formation, alors pas de médecine, mais c'est une formation médicale ou de santé qui est hyper intense. Le top de la démonstration, c'est que vous prenez le Mieux vivre avec votre enfant, ce bouquin indigeste de 800 pages, c'est sûr qu'il est complet, personne ne lit ça en entier, puis personne ne retient tout. Puis, moi, j'ai encore rencontré personne d'assez malade pour retenir par cœur les 800 pages, mais c'est bien, toute l'information qui est dedans, elle est là, elle est intéressante, elle est pertinente, elle est utile, c'est juste que c'est beaucoup,
C'est juste que ça oublie complètement d'autres choses. Notamment, c'est comme si tout le processus était comme uniquement dans la tête, puis une question de connaissance, alors que ça se passe beaucoup dans l'émotion pour les deux parents. Donc, voilà. Et effectivement, il y a beaucoup d'actions qui sont forcément tournées vers la mère. Il faut se rappeler que dans le R3S, dans la culture organisationnelle, même si c'est en train de changer, et tant mieux, la grossesse, c'est vu comme une maladie. La personne est une patiente, d'accord? Et le remède à ça, c'est l'accouchement qui se passe bien. Mais forcément, on se tourne beaucoup vers faire en sorte que tout se passe bien. Dans la plupart des programmes, on va vous dire, le but du programme, c'est que la mère et l'enfant soient en bonne santé à la fin. Très bien, c'est parfait. C'est pas ce que je dis, c'est très essentiel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est très essentiel, il faut le faire. Mais c'est une partie de la chose. C'est une partie seulement. La philosophie, qu'est-ce que je voulais revenir? Ah, c'est OK. Philosophie et mandat sur une période définie. Alors, la philosophie, c'est surtout une question qui va toucher notamment le travail des accompagnantes à la naissance. Ce travail-là, elles utilisent, comment le dire? Elles utilisent des méthodes qui sont hyper d'approche humaniste, très centrées sur la personne, avec beaucoup d'écoute. Mais philosophiquement, souvent, ce qu'on va retrouver dans ce milieu-là, c'est leur but philosophique, c'est l'humanisation des naissances. Donc, ce qu'on disait, justement, de sortir du médical puis retourner plus vers quelque chose d'un peu plus personnel, émotionnel, voilà, humain. L'humanisation des naissances, mais aussi, leur gros combat annexe, c'est la baisse des violences gynécologiques et obstétricales. Pareil, donc avec l'approche biomédicale, deuxième partie qui est hyper importante et qui a beaucoup de sens parce que, pareil, autre débat, autre présentation qui pourrait durer des heures, mais les violences gynécologiques et obstétricales, particulièrement à l'accouchement, c'est terrible, les statistiques sont énormes, il y a énormément de parents qui sortent, je parle des pères aussi, qui sortent des accouchements vraiment traumatisés. On a des parents qui partent à l'accouchement en disant un jour, j'en voudrais peut-être un 2 ou un 3e, qui ressortent de là, qui ne disent plus jamais, ou alors ça prend des années de travail avec ça. Je ne vous parle même pas de l'accompagnement au deuil périnatal, perte d'un enfant, fausse couche, ce que vous voulez. C'est terrible à quel point ça peut être violent. Sauf que dans cette philosophie-là, là où on va avoir un petit glissement ou une petite confrontation philosophie de valeur avec la place des pères, c'est que pour garantir au mieux la baisse des violences gynécologiques obstétricales et l'humanisation des naissances, le travail vers les pères, il va beaucoup être dans soit un soutien, soit un numéro 2, soit là pour ta conjointe. De nouveau, je le répète, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est très important. Le problème de ça, c'est que, imaginez un gars à qui on dit toute sa vie, culturellement, ce n'est pas à toi de t'occuper des enfants. Okay. Là, on va faire tout le suivi de grossesse en disant « il faut que tu sois numéro 2 ». Et après l'accouchement, on lui dit bah, « maintenant, vas-y mon gars, il faut que tu sois à part égale, en coparentalité égalitaire, tu prennes la moitié des tâches et domestiques reliées aux enfants, puis de la charge mentale ». Vous comprenez bien qu'il y a un endroit où ça glisse, il y a un endroit où ça ne marche pas, il y a un endroit où il y a une partie de l'accompagnement qui manque. L'intégration de la place du père dans un engagement paternel précoce, engagé, pour qu'il soit efficace. Et puis, dernière réflexion, c'est que c'est un mandat sur une période définie. Et que ce mandat sur cette période définie, il fait en sorte qu'en général, on va considérer le père jusqu'à 1 an de vie de l'enfant. Les programmes cibles, ça va jusqu'à 2 ans, je crois. Mais après, il n'y a pas de suite. Donc, souvent, c'est comme on travaille beaucoup autour. Tout est dans le terme. Périnatalité, c'est autour de la naissance. On travaille autour de la naissance. Il ne se passe rien après. Qu'est-ce qui se passe après? Il est où le continuum? On passe notre temps à parler de continuum de service. On passe notre temps à dire les hommes, ils ont du mal à rentrer dans le continuum de service, puis là, on le coupe. Là aussi, il y a quelque chose à faire. Du coup, qu'est-ce que nous, on fait? Eh bien, on fait ça. On essaye de compenser, on essaye de faire le 3e volet pour compléter l'approche biomédicale du R3S, l'approche humaniste et centrée sur sa mission qui est le travail des doulas. Mais voilà, nous, on essaye de faire une approche humaniste, certes, parce qu'il en faut, et des actions dédiées spécifiquement aux pères. Ça veut dire que dans les services, je vous présente un peu plus, mais dans les services, moi j'ai des rencontres de couples, ça arrive, mais principalement, j'ai des rencontres de pères, beaucoup plus que des rencontres de couples.
de groupe, individuel, peu importe. Philosophie, qu'est-ce qu'on utilise? L'introspection, la responsabilisation. Alors, l'introspection, simplement, c'est parce que les gars, de manière générale, n'ont pas été éduqués pour aller fouiller dans leurs émotions. Je reviens sur les normes de socialisation masculine. De toute façon, les hommes, ils sont forts, ils n'ont pas d'émotions. Quand ils en ont, ils n'ont pas le droit de les montrer, ils intériorisent ça tout seuls. Donc, forcément, le travail d'introspection peut être plus difficile par rapport à ces normes de socialisation. Donc, on utilise en philosophie l'introspection. Puis la responsabilisation, c'est justement pour contrer ce que je vous disais sur on lui passe toute sa vie à lui dire que ce n'est pas à lui de s'occuper des enfants. Là, nous, on travaille sur si bon, tu l'as voulu, puis c'est comme va falloir que tu en prennes la moitié en coparentalité à part égale, selon notre modèle intégré. Et puis le mandat, effectivement, c'est que la périnatalité chez nous, c'est le début d'un continuum de service qui ressemble chez nous à ça. Vous voyez l'accompagnement naissance qui est ici, là, qui tourne autour du 0, qui va jusqu'aux 2 ans de vie de l'enfant. Ici, l'atelier de vitesse et les activités spéciales commencent à partir de la naissance. De plus en plus, avant, on les commençait à 1-2 ans. Aujourd'hui, on les a intégrés beaucoup plus tôt. En fait, on a étiré ces activités pour descendre jusqu'à la naissance. On a des papas, l'atelier de vitesse. Il y a des activités qui touchent l'éveil des poupons, l'éveil musical, l'éveil sensorimoteur, l'éveil social, avec cette activité où il y a des enfants plus grands. Revenons. Les campers enfants, donc ils commencent un peu plus tard, puis Gaspeg et tout ça. Mais tout ça pour vous montrer très rapidement que la périnate, c'est le début d'un continuum. Est-ce que ça va? Moi, j'ai besoin de boire de l'eau. Dis-moi qu'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. J'ai réitéré la communication qu'ils peuvent poser des questions. Perfecto. Est-ce que non, ça va? Il y en a. Je sais de voir au visage, ça va. Questions, commentaires? J'ai de tomates. Tout le monde a l'air heureux. Parfait. C'est facile. Vous n'êtes que 10 dans mon écran, donc ça va. Est-ce que ça fonctionne? Parce que c'est bien beau de dire les autres font ça, on pense qu'il y a un creux, puis nous, on va faire mieux, on va faire ça, et puis voilà. Est-ce que ça marche? Tout est là. Oui, ça marche. Ça marche beaucoup. Il y a une grosse demande. Donc là, les statistiques que je vous présente, c'est l'évolution depuis que moi, je suis en poste. Le service existe depuis 2014. Je présente juste les 4 dernières années. Pardon. Donc, sur l'évolution de la fréquentation des pères. Donc, tout en bas, vous avez Rollvaille, donc du post-natal, qui a augmenté, donc qui a fait x4 dans les 4 dernières années. Juste au-dessus, en bleu un peu plus foncé, vous avez la naissance, donc prénatal, où là, c'est pareil, on est passé d'une quinzaine d'accompagnements par an à plus de 42, 43 l'année dernière, on a fait 68 total. Donc, c'est ça. Puis la dernière courbe qui est pareil, on est passé de un peu moins d'une vingtaine à 68. Oui, il y a de la demande. Il y a de la demande parce que on n'est pas les seuls à le faire. En fait, dans notre forme, oui, on est les seuls à le faire. Mais il y a quand même d'autres options pour les gars. Mais c'est surtout que, oui, ce qu'on propose fonctionne bien. Parce qu'avec notre approche à nous, pour l'instant, on est les seuls à le faire. La bonne nouvelle, je vous donnerai des bonnes nouvelles d'ailleurs concernant ça à la fin. Donc, 2 paires, c'est bien, mais s'il y a plus de paires et qu'on travaille 4 fois moins avec chaque paire, ça n'a pas beaucoup de sens. Nombre d'interventions. Donc, vous voyez qu'en jaune, c'est les rencontres de pairs et les rencontres de couples. Comme vous pouvez le constater, on a eu une grosse baisse en 2019-2020. En fait, ça, c'est tout simplement parce que, comme je travaillais tout seul sur ce volet-là, je ne fournissais plus à la demande. Donc, j'ai créé, vous voyez en haut, vous allez avoir création des ateliers NPEA. Alors, que sont les ateliers NPEA? C'est des ateliers de groupe de préparation. Alors, ce n'est pas des cours prénataux, en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on les a pensés, mais c'est de la préparation en 3 volets, grossesse, accouchement, postnatal. Format très court, très fast-food, très short and sweet, 3 fois 2 heures, 3 semaines d'affilée, boum, boum, boum. Ça ne prépare pas vraiment bien, parce qu'on ne peut pas faire une préparation à la grossesse, accouchement, périnate en 6 heures, ce n'est pas possible. En tout cas, si quelqu'un arrive à le monter, appelez-moi, je vais acheter, ça me fera plaisir. Mais ça ne marche pas. Le but, c'était vraiment de faire une formule courte pour que les gars, en fait, viennent se rendre compte de tout ce qu'il y a à faire, puis un peu les attirer. Ça a bien fonctionné. Et puis l'idée de ça, c'était de transférer une partie des suivis individuels, en fait, tout ce que je répétais en suivi individuel à chaque paire, de pouvoir le monter en groupe simplement pour m'alléger, parce que ça ne fonctionnait plus.
Voilà. Puis en bleu, vous avez donc tout ce qui est temps d'appel, le nombre d'appels, puis le temps d'appel. Évidemment, en 2020-2021, les rencontres ont explosé. Alors, les rencontres sont en Zoom, là, dans les statistiques. Évidemment, les rencontres ont explosé parce qu'il n'y avait plus de cours prénataux. Donc là, tout d'un coup, on était tout d'un coup une solution de secours viable, entendable. Il y a beaucoup de gars qui ont cherché, je vais vous montrer après. Et puis, le temps d'appel, on a passé notre vie au téléphone. C'est ça. Mais tout ça pour dire, le nombre d'interventions, pareil, qui a quadruplé en fait, dans les dernières années. Et ça va continuer. C'est-à-dire que l'année dernière, on est à 68 accompagnements. On était à 68 accompagnements. Cette année, on est déjà en prévisionnel. En prévisionnel, donc au 31 mars, on devrait être à plus d'une centaine. Et voilà. J'ai deux petites questions. Vas-y, avec plaisir. Monsieur Réginal demande en fait quel est le profil des papas que vous accompagnez, âge, classe, origine ethnique. Excellent. Alors, âge, on a très peu de jeunes pères. C'est un public qui est particulièrement difficile à aller rejoindre. Alors, est-ce que c'est à coopère ou est-ce que c'est en périnatalité? Parce que ça va être un petit peu différent. Je vais répondre pour la périnate, si c'est coopère, j'y répondrai autrement, mais on a souvent des pères plutôt fin vingtaine, début trentaine. En périnatalité, c'est bien, donc je suis au bon endroit. Toute origine, au niveau des origines géographiques, par exemple, c'est à peu près moitié-moitié. C'est souvent ce qui ressort dans les profils. La classe, il y avait la question de la classe catégorie socio-professionnelle, j'imagine. Catégorie socio-professionnelle en de tout, mais parce qu'en fait, on a des références par des organismes communautaires qui touchent quand même un vaste public parce qu'il y a plein de profils. On a des profils CIP, ça va être plutôt des catégories. Dans les critères CIP, le fait de ne pas avoir un gros revenu, c'est un des critères, donc là, on va plutôt toucher ça. Puis à côté de ça, on touche des gars qui font 100 000 par an, qui sont des doctorants. Donc c'est quand même très large. Le profil des pères en périnate, ce qu'il faut beaucoup retenir, c'est avant tout des pères dont c'est le premier enfant. Ça arrive beaucoup. Ce qu'on va trouver quand c'est le deuxième, c'est souvent que le premier est né à l'étranger et que le switch n'est pas le même. C'est souvent des immigrés de première génération. En fait, je disais c'est moitié-moitié, mais ce n'est pas vrai. Je crois que c'est 57-43. 57% de papas qui sont immigrés de première génération versus 43 qui sont nés au Québec. Et c'est évidemment, c'est beaucoup des gens qui sont en couple, même si ça arrive étonnamment, qu'on fasse de l'accompagnement à la naissance pour des gens qui ne sont plus en couple, qui se sont séparés pendant la grossesse ou en fait qui n'étaient pas vraiment au courant. Voilà. Il y en a un, je pense à un accompagnement, le père a appris la naissance de l'enfant 2 mois après sa naissance. Enfin, l'existence de l'enfant 2 mois après sa naissance. Voilà. C'est un peu ça le profil. Oui. Et la deuxième question, ça vient de M. Jean-Pierre. Vous n'avez pas parlé de la pratique des sages-femmes au Québec. Non, alors je n'ai pas parlé de la pratique des sages-femmes au Québec. Ah, ça, c'est pas bien. Effectivement, il ne faudrait pas les oublier. Alors, oui. C'est vrai. Pourquoi? Simplement parce que le travail qu'on fait avec les sages-femmes au Québec, il est moins engagé, il est moins linké, on est moins en lien, en fait. Et puis, je ne suis pas un expert, sincèrement, de la pratique de chaque professionnel qui œuvre en périnatalité. Ceci étant, c'est une bonne remarque, c'est une excellente remarque. En fait, c'est ça. Je vais repréciser qu'effectivement, le réseau que j'ai présenté, les services que j'ai présentés sont les réseaux, sont les services avec lesquels nous, on évolue coopérer. Effectivement, il manque les sages-femmes et les maisons de naissance et un certain nombre de professionnels. Ces réseaux-là sont en train de se faire. Ce qui se passe, c'est que la périnatalité dédiée aux pères, aux futurs et nouveaux pères, c'est très nouveau. Nous, ce qu'on fait, ça a 7 ans. Total de service. Le service tel que moi je l'ai monté aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, c'est ce que j'ai monté dans les 3 dernières années. Et aujourd'hui, ce volet périnatalité dans l'expertise de paternité plus globale est en train de se mettre en lien avec plein d'autres acteurs. Les sages-femmes, on a eu la chance de recevoir une stagiaire sage-femme. Les ateliers Nouveaux Pères en Action, dont je parlais tantôt, ont été montés avec une stagiaire sage-femme qui aujourd'hui travaille dans une maison de naissance et que je rencontre la semaine prochaine. Donc voilà. Donc j'en ai pas parlé, peut-être on se revoit dans un an, j'en parlerai un peu plus.
Mais voilà, c'est un réseau qui est en train de se faire. C'est un réseau qui est en train de se faire avec les centres de ressources périnatales. Voilà, il y aurait plein de choses. On travaille ou on essaye de travailler avec, évidemment, les acteurs communautaires. Il y en a qui sont bien engagés, mais plus largement, les IBLC, les conseillères à l'allaitement, l'Association québécoise des doulas, c'est très large comme réseau. Mais je ne peux pas bien en parler de la pratique des sages-femmes parce que je ne connais pas assez et parce qu'on ne travaille pas assez ensemble, on n'est pas encore assez articulé. De toute façon, c'est ce qu'on dit dans toutes les présentations depuis ce matin. Hein. C'est le réseau. Puis si vous avez eu la chance de voir la présentation sur le partenariat de la Maison du Père, c'est exactement ça. Parce qu'il y a plein de partenariats à faire parce que c'est très transversal. Puis là, ce qu'on fait, c'est ça, c'est trop nouveau en fait. Et c'était une bonne question. J'ai eu 3 autres questions. Il y a une personne qui demande une question. Ah, il y a chaud. On va avec la personne. Vas-y, dans l'ordre. On va avec la personne. Cool. Et à vous, Madame Saint-Pierre. Ah oui, ben c'était pour ajouter, peut-être vous l'avez mentionné, puis je ne l'ai pas vu, mais vous parlez de toutes sortes de services. Il y a les services d'autonomie aussi, qui sont des services pour préparer la naissance et que les pères peuvent participer activement et qu'ils y trouvent leur place. Hein? Ouais, la pratique de l'autonomie, effectivement, qui est très intéressante, qui engage beaucoup le père dans le sentir son enfant, donc connecter avec lui, tout ça, le concrétiser. Ce sont effectivement des services qui sont importants. J'en connais pas au niveau communautaire ou en tout cas accessible gratuitement. C'est possible. Ouais. Ouais, c'est ça. Effectivement, par contre, c'est vrai que dans un monde idéal où l'argent ruissellerait, effectivement, ça pourrait être des choses. Il y a ça, par contre, ce qu'on a de plus proche, mais c'est post-natal, mais ce qu'on a de plus proche avec un partenaire communautaire de Montréal, on fait des ateliers de massage papa-bébé qui sont donnés donc, par une massothérapeute donc spécialisée en massage des bébés, mais qui monte un groupe. Bon, elle a des groupes mixtes, elle a des groupes de mères, mais elle a ce groupe de pères qui se donnent 4, 5, 6 fois par an. Et en temps normal, pas en ce moment, parce qu'en ce moment, avec la pandémie, elle manque de temps, mais nous, on se déplace à cet endroit-là, puis on profite de ce moment-là pour parler notamment du lien d'attachement, par le toucher, par le peau à peau, par ce genre de pratique, ce qui se rapprocherait le plus de ce qu'on peut offrir gratuitement en lien avec la pandémie. Et oui, c'est une bonne remarque, effectivement. Merci. Shoot les questions. J'ai 2 questions, mais en même temps, je regarde l'heure. À quelle heure il faut que je m'arrête? Mais on peut répondre aux 2 questions. Quelles seraient les grandes balises d'intervention que vous pourriez identifier pour rejoindre plus efficacement les pères de façon générale? Alors, je ne répondrai pas à cette question. Je suis désolé de vous décevoir par rapport à ça si je déçois du monde. Je ne répondrai pas parce que pour l'instant, on est en train de développer le modèle, on est en train de l'écrire et surtout, avant vraiment de le diffuser à large, on veut le faire valider scientifiquement. Parce que pour l'instant, la seule chose que j'ai pour dire que ça marche, ce que je fais, c'est mon impression dans le quotidien, mon expérience professionnelle quand je rencontre les gars. Les statistiques, je vais re-switcher sur la diapo, mais je ne veux pas donner des balises d'intervention qui vont se révéler être mauvaises ou contre-productives dans 3, 4, 5 ans, dépendant de quand est-ce qu'on sera arrivé à faire l'étude. Je vous reboucle sur pourquoi je pense quand même que ça marche. Vous avez une comparaison entre 2020-21 et 21-22. Première, c'est d'où viennent les gens. Donc, vous voyez qu'en 2021-2022, on a perdu complètement le réseau de la santé des services sociaux. C'est normal, c'était la pandémie, ils étaient noyés. J'attire votre attention sur la deuxième statistique. Les individus qui se sont référés tout seuls, qui nous ont cherchés, qui nous ont trouvés, est passé, grâce à la pandémie, il faut le dire, à 30%. C'est énorme. Ça, ce qui est très bien, c'est que c'est un début de bouche à oreille. Il y a de plus en plus de pères qui vont chercher des services d'accompagnement à la naissance. Ça, c'est hyper intéressant. Et puis, deuxième chose, c'est pareil, hein, c'est un peu l'effet pandémie, mais c'est aussi l'effet que les gars s'y prennent de moins en moins tard. On a switché la proportion de « je viens pour des naissances », donc prénatal, accompagnement à la naissance, donc prénatal, en accompagnement au recueil post-natal, de à peu près 2 tiers, 1 tiers, à 3 quarts, 1 quart. Pour la faire vite, oui, il y a eu l'effet pandémie, et puis pour prénataux et tout ça, c'est sûr que ça a joué. Mais moi, ce que je constate, c'est que de plus en plus de pères s'y prennent tôt. Avant, en général, j'avais beaucoup de gars qui disaient « on a besoin de rien ». Arrivé aux 3, 4, 5 mois de vie de l'enfant, ils appelaient en disant bah, « là, tel truc, le sommeil, ça ne va pas, la communication, ça ne marche plus et tout ça ». Là, ils s'y prennent en amont de plus en plus, ce que je trouve quand même intéressant, ce qui est une tendance
qui va, à mon avis, perdurer. Et ben voilà,